Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver sur Dash News pour notre rendez-vous hebdomadaire Moi Femme. L'entrepreneuriat numérique évolue en Afrique, c'est en fait seulement à un rythme différent selon les pays. On n'a pas de données exactes. Toutefois, de plus en plus de micro, petites et moyennes entreprises reconnaissent l'importance de la numérisation pour participer aux chaînes de valeur nationales et internationales. L'utilisation accrue des technologies numériques peut entraîner de nouvelles fractures et des inégalités de revenus. Et c'est sur ce terrain qu'agit notre invité du jour, Crescence Elodie Nonga, entrepreneure camerounaise. Elle est la fondatrice de WeTech. Bienvenue. Merci Adrienne, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir de vous avoir. Je tiens à préciser que WeTech veut dire simplement Women in Entrepreneurship and Technology. Exactement. J'y suis arrivée. C'est ça. Pourquoi, quelle est la raison d'être de WeTech en fait? Alors, WeTech est né du constat des difficultés que les femmes avaient en termes de prise en main de l'outil numérique et aussi de profiter des opportunités qu'offrait le digital, particulièrement aux femmes. Donc, après avoir fait ce constat, pour moi, il était important et évident, étant dans le domaine du développement communautaire, de me pencher un peu sur ce problème, sur les difficultés que ces femmes avaient et de faire quelque chose, d'apporter une solution. Et voilà, et c'est comme ça que l'idée de WeTech est Donc, c'est un centre d'innovation et un accélérateur dédié uniquement aux femmes. Et vous êtes sur le terrain depuis combien de temps à peu près? Alors, on a commencé nos activités en 2019, précisément en avril 2019. Et depuis, c'est beaucoup de formations, des programmes de mentorat, aussi des accès à des ressources, à des financements qu'on donne ou alors qu'on partage aux femmes qu'on accompagne. Première start-up studio en Afrique francophone dédiée uniquement aux femmes. Effectivement, je dirais même la première en Afrique, mais pour rester humble, je vais dire en Afrique francophone. Oui, c'est la première exclusivement féminine. C'est-à-dire que uniquement une start-up studio qui a une équipe uniquement composée de femmes qui conçoivent, qui créent des solutions, des innovations qu'elles mettent sur le marché, qu'elles poussent et qu'elles développent de bout en bout. Et toute la chaîne est uniquement féminine. Lorsqu'on parle du numérique, on a l'impression que ça reste dans le domaine du virtuel. Lorsqu'on parle d'économie numérique, généralement pour la femme, sans vouloir rentrer dans des clichés, mais on a l'impression que les femmes ne maîtrisent pas la force de l'économie numérique, l'impact justement des technologies du numérique dans le quotidien. Effectivement, comme je vous le disais, c'était assez triste de voir que les femmes ne réalisaient pas tout le potentiel que le numérique offrait. Et c'est vrai que ça prend du temps, on n'est pas encore plein potentiel. Il y a une petite évolution, une timide évolution qui se fait, mais effectivement, il y a encore du chemin afin que les femmes réalisent vraiment tout ce que le numérique peut leur apporter, tout ce que ça peut, l'impact que cela peut avoir dans leur vie, que ce soit à travers leur développement personnel et même dans leur développement professionnel. Tenez-vous bien, en 2017, ça c'était même avant que WeTech n'apparaisse, parce que vous arrivez 2 années plus tard. En 2017, le CNUSED estimait déjà que le marché du e-commerce contribuait représentait près de 6 milliards de dollars. C'est dire l'intérêt qu'il y a, ou bien l'intérêt que les femmes doivent avoir à s'intéresser justement aux technologies du numérique. Et effectivement, et puisque vous parlez de chiffres, je crois qu'il y a l'étude menée publiée par WIA, Women in Africa, qui citait un pourcentage de 27% de femmes entrepreneurs en Afrique et qui représentait le plus gros pourcentage
en termes d'entrepreneuriat féminin dans le monde. Donc je pense que c'est un peu paradoxal d'avoir justement ces chiffres-là en termes du potentiel du e-commerce, du numérique, du marché en ligne, et de l'autre côté d'avoir des femmes. Il y a une force, il y a un potentiel, il y a vraiment, je vais dire... Il y a matière. Il y a matière, mais que les deux n'arrivent pas à matcher, c'est-à-dire que les femmes ne puissent pas vraiment puiser dans ce marché-là. Vous qui êtes sur le terrain, parce que vous agissez dans le domaine communautaire, qu'est-ce qui est le principal frein à l'épanouissement ou bien à l'émergence du leadership féminin dans le numérique? Alors, je vais dire, ça commence déjà par les limites sociales, culturelles et psychologiques. On a eu des cas où on avait des femmes qui étaient sélectionnées pour nos formations, mais au moment où il fallait promouvoir ces femmes, valoriser ces femmes, elles ont reçu des menaces de la part de leur entourage pour ne pas continuer, par exemple, leurs activités. Donc, ça commence déjà par cette perception sociale, par l'entourage aussi, et ça affaiblit aussi en termes de psychologiquement en fait. Ça affaiblit, les femmes n'ont pas assez de confiance en elles, elles n'ont pas en fait, comme je disais, comme j'aime bien le dire, de support system, c'est-à-dire vraiment des repères, des personnes, des réseaux ou alors entre nous, des communautés sur lesquelles elles vont s'appuyer pour se dire oui, je peux faire ceci, oui, je peux profiter de cela, je peux me développer et je peux réaliser telle ou telle chose. Donc je pense que la base c'est déjà cet environnement-là et après il y a aussi le côté des infrastructures, il y a aussi le côté de la formation, l'accès à l'éducation, au numérique en lui-même. Il y a plein de facteurs, mais je pense que si on va aller sur les trois qui sont les plus importants, on va commencer par le côté l'environnement social, culturel et le manque de confiance en soi aussi que les femmes développent assez facilement et aussi l'accès aux formations, à l'éducation et aux infrastructures même. On parlait justement à l'entame de cette émission, je parlais des fractures et le degré de participation, par exemple, des particuliers, des entreprises et même des associations dans le secteur du numérique varie d'un pays à un autre. Maintenant, on va essayer de prendre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. On a le sentiment, vous pouvez me reprendre si je me trompe, que c'est plus ancré en Afrique anglophone qu'en Afrique francophone. Tout à fait. C'est effectivement le cas. Il n'y a qu'à voir un peu les tendances en matière de chiffres. On a le Nigeria, le Kenya, effectivement, l'Afrique du Sud. Par exemple, quand on parle des Big Four, des pays où les startups lèvent le plus de fonds d'investissement. Donc, on va parler du Nigeria, on va parler du Kenya, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Voilà vraiment les Big Four en Afrique. Où, quand on parle d'économie numérique, de vraiment l'entrepreneuriat numérique, tout ce qui concerne les startups, etc., on est vraiment à des années-lumière de cela. Je pense que l'Afrique centrale ne représente à peine, je ne suis même pas sûre qu'on est dans les 5%, la dernière fois que j'ai regardé des chiffres. Je n'ai pas envie de dire 1%, donc je préfère toujours regarder le côté un peu positif. Voilà, donc je pense qu'on est à moins de 5% de tout ce qu'on peut capter de cette économie-là. Et c'est déjà indicateur. Donc il y a vraiment un écart considérable entre le marché anglophone et le marché francophone. Et tout part aussi du mindset, parce que du côté anglophone, c'est plus flexible, il y a plus d'innovation. Il y a plus de personnes qui osent. Effectivement aussi, il y a plus de prise de risque. Et puis la culture même favorise aussi cette innovation, favorise aussi ce développement de cet écosystème technologique aussi. Donc autant de choses que... Est-ce que sans vouloir entrer donc la participation au sens premier des politiques dans cette émergence-là, pensez-vous que de l'autre côté, il y a des politiques publiques qui accompagnent justement cette émergence-là? Tout à fait. Je pense que les deux vont ensemble. C'est-à-dire que le côté privé et le public-privé, partenariat public-privé. Le partenariat public-privé, je pense que c'est une combinaison vraiment gagnante. Je crois que les États font des efforts, mais maintenant,
ces efforts-là se ressentent d'une manière ou d'une autre par le développement et l'essor des, je vais dire, je ne sais pas si je peux dire des start-up ou bien de l'économie numérique d'un pays à l'autre. Maintenant, ça dépend effectivement des politiques. Il y en a qui peuvent tuer l'économie numérique et il y en a qui vraiment participent à l'essor de cette économie numérique-là. En parlant justement d'économie numérique, en 2021, on rentre un peu dans votre parcours. Vous avez été choisie comme jeune innovatrice africaine par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, en abrégé UNECA, pour une table ronde avec l'ancien président de la République du Kenya, M. Uhuru Kenyatta. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Oui, c'était un très beau moment d'échange. On avait un panel où on avait été vraiment sélectionnés. On n'était que 4 jeunes sélectionnés pour discuter avec l'ancien ministre kenyan et justement sur les thématiques de start-up, économie numérique, entrepreneuriat numérique. Et mon intervention venait une fois de plus dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce qui était fait déjà au niveau du Kenya et que peut-être les autres pays pouvaient reprendre? Quelles étaient les politiques qui avaient été mises en place au Kenya? Pour arriver à ces résultats-là. Oui, effectivement, parce qu'à l'époque, le président kenyan, l'ancien président kenyan, était cité et avait été... Kenyatta. Effectivement, il avait été reconnu comme l'un des leaders qui... assez ouvert sur les numériques. Les questions d'économie numérique, de développement numérique, etc. Donc c'était vraiment un honneur et c'était très intéressant de voir un monsieur comme ça qui était très ouvert d'esprit et qui a partagé avec nous en fait le mindset qu'il avait, la mentalité qu'il voulait partager à son peuple et les efforts qu'il voulait vraiment pousser pour être sûr qu'on puisse parler d'inclusion numérique particulièrement pour les femmes et les jeunes filles. Est-ce que les technologies du numérique sont... l'économie numérique est un peu au ralenti en Afrique du fait qu'il y a un clivage entre les générations, qu'il y a une fracture entre les générations, un gap qui soit impossible de rattraper seulement par une sensibilisation, parce que il faut dire que vous travaillez aussi pour l'alphabétisation au niveau du numérique. Est-ce que c'est ça le problème en Afrique, le nœud du problème? C'est la base. C'est la base. On commence par l'alphabétisation numérique. Et je pense que le tout, c'est justement de démystifier tout ce qui concerne le numérique, la technologie. C'est de faire comprendre en fait aux gens, aux femmes particulièrement, qu'aujourd'hui on est dans une ère vraiment majoritairement numérique. Aujourd'hui, tout va vite. C'est tout le monde qui a pratiquement un téléphone. C'est tout le monde qui passe même le plus clair de son temps sur les écrans, soit sur un téléphone, soit sur un ordinateur. Sur le monde du tout écran. Voilà, effectivement. Donc, amener les anciennes générations ou bien faire comprendre ou accompagner cette transition-là, elle est très importante. Et c'est clairement que ça passe par l'alphabétisation numérique. Nous, dans nos activités, on a eu à travailler avec des femmes âgées. On a eu à travailler avec des femmes en zone rurale. On a eu à travailler... Est-ce que le discours que vous avez en milieu urbain est le même qu'en milieu rural? Non, non. Il faut tenir compte des réalités dans lesquelles on fait ces activités-là. La femme rurale ou la femme qui vit de ces activités... Si on prend par exemple le secteur agro-pastoral ou l'agriculture, on sait par exemple en milieu rural les femmes sont à peu près 80% de la main-d'œuvre dans ce secteur-là. Et ce sont elles-mêmes elles sont la force de ce secteur. Mais il y a un problème d'utilisation justement des technologies du numérique pour émerger et s'imposer dans le domaine. Pensez-vous que ce soit un discours compris dans les zones rurales aujourd'hui? L'importance du numérique pour une émergence? Oui, c'est compris. Je pense qu'elles sont très conscientes de cela, de cette nécessité-là, de comprendre ce que c'est que le numérique et de prendre le train ou alors de rattraper le train malgré peut-être les âges ou malgré les écarts et malgré les inaccessibilités. Les réalités, parce que ce sont des femmes, elles sont certes très actives, mais ce sont les premières touchées par la pauvreté. Donc, le numérique vient un peu aussi accentuer parfois cette fracture-là, cette différence de revenus.
Tout à fait, mais ils ont la chance aussi d'avoir à côté des enfants, des jeunes, des adolescents qui sont très connectés et qui parfois justement les aident à pouvoir se déployer sur Internet. On a eu des femmes qui, après les formations, commençaient à déranger les enfants. On a vu ça à la formation sur Facebook. Est-ce que tu peux publier dans tel groupe, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça dépend de cette transition générationnelle-là. Mais les femmes rurales sont très réceptives du moment où on comprend vraiment le problème de fond qu'elles ont. Parce qu'en zone rurale, ce n'est pas les mêmes problèmes qu'en zone urbaine. Elles ont des problèmes encore peut-être de première nécessité où il faut vraiment s'occuper de qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, je vais au marché, comment est-ce que je peux vendre au marché, je peux revenir avec telle ou telle somme. Donc, ce n'est pas vraiment les mêmes préoccupations que celles de la femme qui est en milieu rural, qui est peut-être un peu plus aisée et qui aura d'autres problèmes à gérer. Dans tous les cas, ça nous amène à nous souvenir de la famille Makani. On avait une matriarche, son neveu, famille d'apiculteurs. On a un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Et la matriarche de la famille, c'est le neveu qui ramenait tout sur Internet pour pouvoir commercialiser. Donc, il a réussi en quelques mois à transformer l'entreprise qui n'était qu'une entreprise familiale à quelque chose de vraiment grand où il se retrouve aujourd'hui à écouler le miel produit dans les tréfonds de la région de l'ouest du Cameroun, hors du Cameroun, voilà, grâce au neveu qui est resté très connecté, qui a vu le potentiel de ses parents, de ses arrière-grands-parents et qui ramène sur Internet et aujourd'hui écoule en Europe, en Afrique centrale. Donc c'est dire la magie et la force d'Internet. Et c'est un bel exemple, c'est un très bel exemple que vous avez pris. Je pense que ça représente vraiment l'impact que le numérique peut avoir, qu'importe la génération, qu'importe le statut social, si vraiment s'y intéresse et que voilà, on veut se mettre un peu à la page. On parle à partir du chez-soi, on a accès au monde. Pourquoi se retenir? Peut-être il faudrait avoir le courage, comme notre invité l'a dit, Elodie Nonga, mesdames, de sortir justement de tout ce qui peut être comme barrière, parce que parfois on s'autocensure. On a le pouvoir de la culture, mais parfois on s'autocensure, on se pose des limites qui nous empêchent, et généralement je parle des femmes en particulier, d'oser et de faire bouger les lignes pour exister et justement, et c'est pas faute de talent ou de potentiel. Oui, clairement que en ce qui concerne le Cameroun, je pense qu'on a beaucoup de talent au Cameroun. On a beaucoup de talent et même dans le domaine du numérique. Il n'y a qu'à voir un peu l'actualité en termes de tel site qu'on a piraté. Dernièrement, je crois que c'était un site, le site pour les prises de rendez-vous pour, je crois, la délivrance des passeports. Oui, au Cameroun, oui. Je pense que dernièrement, je crois qu'il y a une entreprise de télécommunications qui a fait un communiqué concernant... C'est devenu fréquent. Au Cameroun. Donc, je pense que ça témoigne déjà de la créativité et aussi... du talent, parce que quelque part aussi... Il faut du talent pour le faire. Maintenant, peut-être trouver le moyen d'encadrer tous ces talents. Tout à fait. Il faut trouver un moyen d'encadrer ces talents et de rediriger ça sur le développement de la société, pour le développement de notre marché, parce qu'au-delà de cela, on peut avoir le talent qu'on veut. Si on n'a pas l'écosystème, si on n'a pas le marché, c'est difficile. On oublie souvent que le taux de pénétration Internet au Cameroun reste très faible. Ouais. Sans Internet, on ne peut pas parler d'économie numérique. Effectivement. Et quand on sait que l'accès à Internet au Cameroun reste encore assez fragile, oui. Et c'est encore assez coûteux parce que si on se réfère uniquement, même en zone urbaine, avec le contexte, l'inflation, la pression inflationniste mondiale, aujourd'hui, les femmes surtout sont plus préoccupées par les besoins quotidiens et réfléchir à accéder à Internet
revient parfois, est relégué au second plan, au troisième, au énième plan. Effectivement. Donc c'est pour ça que je parlais même tout à l'heure, au début de mon propos, j'évoquais l'accès même à tout ce qui est infrastructure numérique, tout ce qui est outils numériques aussi. Ça fait partie de tous ces aspects-là qu'il faut prendre en considération pour le développement d'une économie numérique. Si effectivement c'est compliqué, la qualité de la connexion Internet, le coût de la connexion Internet et même l'accessibilité même de cette connexion à Internet-là, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'utiliser ou bien ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir, ce n'est pas tout le monde qui peut en profiter, ça devient effectivement compliqué et ça limite le champ du possible pour tout ce qu'on peut faire avec le numérique. Donc aujourd'hui, vous militez pour que les politiques arrivent à faciliter justement l'accès à Internet. Je crois qu'il faut pousser, effectivement, il faut développer encore, augmenter l'accès à Internet, mais je pense qu'il faut beaucoup plus d'infrastructures aussi et améliorer la qualité d'Internet au Cameroun. Parce que parfois vous retrouvez, si on est dans une économie numérique, si on veut se développer, vous pouvez avoir des partenaires à l'étranger et vous n'arrivez même pas à tenir une réunion en ligne. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis la crise Covid, beaucoup de gens se sont mis au télétravail, etc. Et le numérique... Ce n'est plus trop présentiel. Ce n'est plus trop présentiel. Donc, c'est une habitude qui est un peu rentrée, surtout pour ceux qui travaillent dans le domaine du digital. Et, on travaille de là où on est. De là où on est. Ça n'a aucun impact sur la performance. Pour la performance. Donc, imaginez que vous n'avez pas une bonne connexion à Internet et que vous avez des meetings, des réunions, des partenaires à l'autre bout du pays à qui vous ne pouvez pas parler, avec qui vous ne pouvez pas échanger, peut-être que vous ratez un contrat par la même occasion, etc. Ça devient très compliqué. Ce sont des choses qu'on peut minimiser, mais ce sont des choses aussi qui impactent le rendement qu'on peut avoir pour une entreprise dans le domaine de la technologie. En 2021, toujours, vous devenez membre du conseil d'administration d'Afrilabs, représentante de francophone. À ce jour, au-delà de ce que ça fait, du sentiment qu'on a, quel est l'impact d'Afrilabs si on prend simplement l'Afrique francophone? Alors, Afrilabs, déjà, ça a pour mission déjà de réunir les acteurs de l'écosystème, particulièrement les incubateurs, accélérateurs ou les tech hubs justement en Afrique. Et au-delà de ça, c'est de pouvoir créer une force pour développer... Vous êtes à combien de hubs, si on parle? Plus de 400 hubs aujourd'hui dans le réseau d'Afrilabs. 400 hubs membres. Et la part de l'Afrique francophone dans tout ça? La part de l'Afrique francophone ça reste encore timide. Mais je pense qu'on a fait des progrès, surtout depuis que je suis arrivée. Et il y a quand même eu un progrès. Je crois que les participations ont pratiquement doublé. Les inscriptions, parce qu'il faut adhérer, c'est tout un processus qu'il faut valider. Et oui, on a plus de membres francophones aujourd'hui. On a aussi eu des membres francophones assez dynamiques. Et ce qui est aussi important, même du côté francophone, c'est que depuis mon mandat, on a pu mieux valoriser les compétences et l'expertise francophone au sein du réseau d'Afrilabs. Parce que jusqu'à récemment, c'était encore l'Afrique anglophone qui dictait un peu. Effectivement, il y avait plus, on ressentait plus l'influence de la communauté anglophone. Mais depuis justement 2021, on ressent plus comment je peux dire ça? Le dynamisme francophone, effectivement. C'est-à-dire à partir des prises de parole, lors des activités. L'accès aux données, c'est forcément pas plus uniquement en anglais seulement. Effectivement, il y a un réel effort en termes de communication, où il y a la communication aujourd'hui en français et en anglais. Il y a aussi en termes même de mise en réseau, de mise en relation des incubateurs francophones entre eux, et même aussi en termes de promotion, même de collaboration dans l'espace francophone. Donc il y a autant d'aspects qui sont mis en place au sein d'Afrilabs pour être sûr que personne n'est lésé, parce que les questions d'inclusion aussi
sont prises au sérieux au sein d'AfriLabs. Et si on parlait de Africa de Big Deal, où vous êtes associé également? Africa de Big Deal, alors c'est une base de données que nous envoyons chaque mois à nos abonnés et qui recense en fait les plus gros deals des startups africaines. Quand on parle de plus gros deals ici, ce sont les plus grosses levées de fonds des startups africaines. Et justement, j'en viens. Est-ce que la plus récente, c'est laquelle? Est-ce qu'on peut en parler ou bien c'est censé être... Alors, il faut savoir que c'est très dynamique. Ça évolue? Ça évolue, puisque c'est chaque mois qu'on met à jour la base de données. Donc, ça ne reste pas figé, il y a toujours de nouvelles tendances. Et c'est très intéressant de voir justement les clusters, comme je parlais tout à l'heure des Big Four. C'est à partir de là qu'on a vraiment les données en termes de cartographie de l'écosystème tech africain. Où est-ce que ça bouge le plus? Comment est-ce que ça bouge? À partir d'une cartographie, on peut lire vraiment la présence du numérique sur le continent africain, savoir quels sont les points où ça bouge très fort. En tout cas, en termes d'investissement sur tout ce qui concerne les startups africaines, tech africaines, ça vous donne une très belle image en fait. Vous avez par exemple, qui sont les personnes ou les fonds d'investissement qui mettent le plus d'argent en Afrique et où est-ce qu'ils mettent le plus d'argent en Afrique. Vous avez les secteurs qui sont les plus demandés, qui sont les plus financés. Et vous avez même aussi des valorisations de startups africaines parfois. Vous avez, et puis dans cette base de données, un aspect aussi qui est assez intéressant, c'est qu'on retrace, pas qu'on retrace, mais qu'on donne des éléments sur le parcours même des fondateurs de ces startups-là. Vous avez aujourd'hui une des startups qui fait beaucoup bouger le continent dans le domaine de la fintech, c'est Flutterwave. Et donc, vous avez des informations sur, par exemple, le fondateur, dans quelle école est-ce qu'il est parti. Vous avez... des données qui vous permettent d'avoir une traçabilité sur la personne, avoir des données précises. En fait, qui est derrière, de savoir... qui est l'interlocuteur, même si... Effectivement, parce que ça peut vous donner... parfois, il y a des gens qui se disent ah tiens, peut-être dans cette école-là, il y a plus d'anciens de cette école-là qui réussissent des levées de fonds. Et vous voyez que vous, en tant que fondateur de start-up, c'est une donnée qui n'est pas négligeable, de se dire que je peux aller dans tel réseau d'anciens étudiants. Comme on dit, connect et voilà. Effectivement, le réseau. Donc, c'est ces petits points-là que nous, on essaye de communiquer, de transmettre et de mettre aussi en évidence à travers la base de données. Un travail de fond, parce que sans ce travail-là, on parle justement parce que les startups généralement africaines ont un problème, c'est le financement, l'accès au financement. Et c'est le travail que vous faites qui permet de les mettre en lumière et de les guider et orienter. Parce qu'on peut avoir une idée géniale, mais si on ne sait pas comment s'y prendre, quel process et comment vers qui se connecter, tout à fait. C'est ça. On finit par sombrer avec son projet. Et une chose aussi qui est très intéressante, c'est qu'avec cette base de données, c'est que on sait qu'en Afrique, c'est très difficile d'avoir les données. Donc, c'est vraiment un outil, moi je préfère appeler ça un outil, qui vient appuyer la démarche de passage à l'échelle des startups africaines. Parce que ces données-là, ça influence aussi sur cette recherche de financement dont vous avez évoqué tout à l'heure, de savoir à quelle porte toquer, de savoir qu'est-ce qu'on peut demander, de savoir à même pouvoir même estimer peut-être dans certains cas quel est le monde, où est-ce que je me situe par rapport à ma start-up, par rapport à ce que je fais, mon domaine, etc. Est-ce que les investisseurs africains par rapport aux start-up aiment prendre des risques ou ils sont un peu encore dans la réticence? Ce qui est très intéressant et aussi assez surprenant, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds d'investissement africains. Et il y a une réelle tendance justement à développer plus soit des fonds d'investissement africains, soit des business angels africains qui vont investir dans des startups et de fondateurs à fondateurs, c'est-à-dire des fondateurs qui ont reçu un certain investissement, qui après avoir développé la start-up, arrivé à un certain domaine, à un certain niveau d'activité et de revenus, vont aussi prendre le risque d'investir sur d'autres jeunes start-up. Oui. Mais ça, c'est une mentalité qu'on retrouve beaucoup plus en Afrique anglophone, encore une fois. Mais c'est déjà bien, je crois que c'est un très bon début d'avoir plus de fonds. Vous allez au Nigeria, il y a beaucoup, il y a pas mal d'initiatives en matière d'investissement
d'investissement sur les startups africaines. Vous allez en Afrique du Nord aussi, en Tunisie, en Égypte. Il y a pas mal de mouvements aussi, toujours dans ce sens-là. Donc je pense que c'est aussi, j'ose croire que ce n'est qu'un début de tendance et que ça va continuer à monter. On va sortir un peu de l'économie numérique ou bien des technologies du numérique pour s'intéresser aux violences basées sur le genre. Là, on était un peu axé dans un domaine où les femmes ont tout intérêt à s'intéresser au numérique pour pouvoir émerger. Pourquoi pas? Mais maintenant, on va revenir sur la plateforme d'assistante aux survivantes de violences basées sur le genre que vous initiez. Justement, quel est on ne va pas demander l'intérêt parce qu'on sait déjà le combat qui est mené, si ce n'est pas par vous, par d'autres associations aussi, et les gouvernements, les organisations internationales pour stopper les violences basées sur le genre. Maintenant, quel est l'objectif de Alerte GBV? Alors, déjà, l'objectif... L'un des principaux objectifs d'Alerte GBV, c'est d'être sûr qu'on apporte l'assistance ou l'aide adéquate aux survivants de violences basées sur le genre. Parce que ces survivants-là ont divers traumatismes, il y a beaucoup de cas, différents cas, et les uns et les autres ne se gèrent pas forcément de la même façon. Et l'assistance à donner n'est pas forcément... Un accompagnement personnalisé. Il y a des accompagnements personnalisés, il y a des orientations vers des spécialistes. Et une chose aussi qu'il faut noter à travers Alerte GBV, c'est qu'il y a certains partenaires qui sont référencés dans la plateforme et qui donnent des soins ou alors qui apportent une aide aux survivants pour se reconstruire de façon gratuite. C'est-à-dire que quand c'est vous important. allez... Oui. C'est important de le relever. Oui. Parce que la difficulté parfois, lorsqu'une femme est victime de violence, je préfère ce schéma-là, lorsqu'une femme est victime de violence, le plus souvent certaines n'osent pas briser le silence de peur de l'inconnu et parfois parce qu'elles sont démunies. Effectivement. Il y a une certaine dépendance, par exemple, par rapport au bourreau. Il y a une certaine dépendance financière, psychologique. Parfois, on est isolé, donc on ne sait pas trop sur qui compter. Donc, comme je disais, sur la plateforme, vous avez une liste, vous pouvez avoir une liste d'associations, une liste de... Et tout se fait dans l'anonymat, parce que la peur aussi, c'est... on n'a pas forcément envie que tout le monde soit au courant de ce qu'on vit. Ça reste confidentiel, ça c'est une notion vraiment... de base, c'est vraiment primordial de protéger les survivantes de VBG. Donc, la confidentialité et l'anonymat sont des notions... C'est un principe. C'est un principe. C'est la base, vraiment. Et à partir de là, parce qu'il faut prendre en compte la sécurité, comme je le disais, des survivantes. Et une fois qu'on a cela, c'est plus, disons, on peut assurer le suivi. Et le suivi parce que justement, les professionnels et les experts qui sont mentionnés sur la plateforme savent comment ils sont formés. Est-ce que c'est suffisamment encadré? Alerte GBV va faire ses premiers pas au Cameroun, notamment avec le lancement officiel dans quelques jours, quelques semaines au Cameroun. Avant, on a eu des plateformes qui se sont proposées. Maintenant, qu'est-ce que vous apportez comme innovation pour assurer? Parce que lorsqu'on est victime, on a le plus souvent, au-delà d'être rassuré, on a envie de savoir qu'il y a ce qu'on appelle la sécurité. C'est très important pour les victimes des violences basées sur le genre. Alors, comme je le disais, il y a une chose qu'il faut prendre en considération, c'est que la plateforme, Alerte GBV, c'est une plateforme, c'est une solution digitale qu'on met à disposition, que ce soit des survivants. L'accès est gratuit? L'accès est totalement gratuit. Que ce soit au niveau des survivantes ou des survivants,
et aussi au niveau des experts, des associations et autres professionnels spécialisés dans l'assistance des survivants de VBG. Donc nous, on est une plateforme, un point de rencontre où on oriente en fait, voilà. Et, comme j'ai dit, on donne... Vous mettez en contact les bonnes personnes. Les bonnes personnes par rapport au cas précis qui se gère. Et ces personnes-là, ces experts ou ces organisations spécialisées ou ces associations spécialisées prennent en compte tous ces aspects-là de sécurité, d'anonymat, de prise en charge, parce qu'après, parfois, il y a le choc psychologique qu'il faut gérer. Après le choc psychologique, il faut se rassurer, par exemple, sur le plan médical, est-ce que ça va? Après, si la victime se sent assez forte pour avoir des conseils juridiques, libre à elle, mais après il y a aussi le volet autonomisation où il faut aussi faire en sorte qu'au-delà de la sécurité physique, il faut aussi une certaine sécurité financière qu'il faut donner. Donc c'est tous ces aspects-là, c'est toute cette chaîne-là que nous on met en place et qu'on offre en fait aux survivants de violences basées sur le genre à travers, comme j'ai dit, des spécialistes et des associations, des organisations et même des organisations internationales avec lesquelles on travaille. En effet, on sait que c'est gratuit, mais comment avoir accès à la plateforme? Alors, la plateforme est disponible à l'adresse www.alertgbv, donc comme Gender Based Violence en anglais, gbv.com. Vous allez sur le site web, vous allez voir les différentes options ou les différentes fonctionnalités que la plateforme vous offre parce que vous avez une messagerie automatique qui est là pour recueillir automatiquement, anonymement et de façon confidentielle les témoignages des victimes. Si vous avez besoin d'aide, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent juste s'exprimer, qui veulent juste faire sortir, parler de leur expérience, le stress, etc. Donc, il y a juste des personnes qui veulent s'exprimer. Donc vous avez une messagerie automatisée, un chatbot qui est là sur la plateforme, qui est disponible 24/24 pour recueillir ces informations-là. Et dans le cas où vous avez besoin de parler avec quelqu'un, on a une personne, on a un assistant derrière qui intervient pour vous écouter, qui est là pour vous rassurer. Et si vous avez besoin d'aide, une aide d'urgence, qui peut prendre le relais et maintenant déclencher un système d'aide derrière, un plan d'aide ou une urgence derrière. Donc là, c'est le premier aspect. Vous avez un chatbot. Dès que vous arrivez, vous le voyez même avec un message qui vous dit « Bonjour, je suis à l'LGVB, cliquez, etc. » pour si vous avez besoin d'aide. Donc il y a le chatbot qui est là. Maintenant, vous avez accès à d'autres ressources comme la liste d'associations dont je parlais qui aident les survivants gratuitement. Vous avez aussi accès au texte de loi pour savoir quels sont vos droits. Vous pouvez vous informer, quels sont vos droits. Sur tout ce qui concerne les VBG. Si, par exemple, vous êtes intéressé à prendre ou à entamer une action judiciaire ou quoi que ce soit, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement, par exemple. Il y a des associations, nous avons listé les associations dans le cadre juridique. Sur la plateforme, à peu près combien d'associations pour l'instant? Au Cameroun, je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui, dans le domaine uniquement juridique. Ça ne se limite pas à la seule sphère du Cameroun? Non. Notre solution aujourd'hui, la phase des tests, on a eu des utilisateurs au Tchad, et on a eu des utilisateurs jusqu'en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment, et c'est ça qui est aussi très bien avec cette plateforme, c'est qu'il n'y a pas de limite. On parlait du digital, du potentiel du digital tout à l'heure, il n'y a pas de limite. On a des associations qui s'inscrivent parce qu'on a tout un formulaire aussi pour des associations qui se déclarent elles-mêmes, qui veulent elles-mêmes proposer leur aide aux victimes. Donc on a des associations en Égypte, en Tunisie, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal qui se sont enregistrées pour être sûr que s'il y a du besoin de ce côté-là, elles peuvent aussi répondre. Mesdames, le message est passé. Donc, osez briser le silence, ne gardez pas tout pour vous. Il y a une plateforme numérique qui est à disposition. L'accès est gratuit. On ne vous demande rien. C'est juste arriver à avoir accès à Internet, cliquer, dénoncer. Si vous avez juste envie de parler, parlez. Si vous avez besoin d'un accompagnement, ne vous fiez pas à l'écran. Derrière l'écran, il y a des personnes qui sont là, des personnes chaleureuses et surtout, tout se fait dans l'anonymat pour vous aider justement à traverser ce cap et surtout ne pas avoir honte.
surtout ne pas avoir honte. Et savoir justement ce qu'on veut créer derrière AlertJVB, c'est ce cluster, cette communauté de personnes prêtes à aider les survivantes à tout moment. Des sapeurs-pompiers dans notre genre. Effectivement, effectivement, parce que c'est très important. On a eu un atelier de co-création dernièrement où on avait plusieurs acteurs, on avait même des ministères qui étaient représentés, on avait les organisations internationales qui étaient là et des organisations locales qui étaient là. Et c'était très important. Par exemple, pour ce lancement, vous êtes soutenus? Oui, effectivement, parce que nous sommes soutenus par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Et d'ailleurs, ce soutien, on l'a pas dans le parce qu'on a gagné un prix international, une compétition internationale qui avait été justement lancée par l'UNFPA pour détecter un peu, récompenser les innovations destinées aux femmes et aux filles. Et il faut dire qu'en Afrique, votre innovation ou bien ce que vous apportez tombe à pic parce que le plus souvent, on vit des scènes dans des quartiers. On vit des choses, mais les victimes n'ont pas souvent d'interlocuteurs, ne savent pas à qui s'adresser, faute parfois d'ignorance, la faute à l'ignorance, et subissent. Et c'est quand ça se termine sur un féminicide que toute la société est sur le choc. Aujourd'hui, vous arrivez avec cette plateforme qui va aider à faire bouger les lignes. Et faire en sorte qu'on voudrait justement aussi redynamiser ou dynamiser cette cohésion-là entre les acteurs ou alors ces associations, toutes ces personnes qui sont prêtes à aider les victimes à justement mieux entourer les victimes. Est-ce que les ministères participent ici, par exemple, pour le cas du Cameroun? Alors, dans l'atelier de co-création, on a eu 2 ministères qui ont été représentés. On a eu le ministère de la promotion de la femme et de la famille qui a été représenté. On a eu aussi le ministère de la Santé aussi qui a été représenté dans le cadre de cet atelier de co-création-là. Et c'était assez intéressant. Je pense que c'était un début, une prise de contact. Et on échange régulièrement justement avec certains acteurs ou certaines délégations du MINPROF sur des actions à mener sur tout ce qui concerne les violences basées sur le genre. Parce que ce n'est pas uniquement physique, c'est aussi moral, c'est aussi en milieu professionnel. Il y a plein d'aspects qui entrent en considération. Donc pour nous, en fait, le but de la plateforme, c'est de rassurer les victimes et de leur dire « vous n'êtes pas seuls ». Il y a tout un écosystème qui se construit et qui est prêt à vous soutenir. D'accord. Sur ce, on va marquer une petite pause. On va s'intéresser aux mutilations génitales, le phénomène qui persiste au Cameroun, avec un taux de prévalence de 1,4% selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc, malgré son interdiction au Cameroun, le phénomène de mutilation génitale perdure et touche plus de 1,4% de la population féminine selon l'OMS. L'ampleur du sinistre étant particulièrement signalée dans 4 des 10 régions du pays. Selon des sources, 3 types de mutilations génitales sont pratiquées au Cameroun. On parle de l'excision, la clitoridectomie et l'infibulation. Dans ce reportage de Larissa Libom, Larissa Libom nous dit que plus de 20% de jeunes filles sont victimes de ces pratiques dans les zones rurales du pays. Et c'est dommage, on se retrouve après ce reportage. Non, non et non. Chaque fois que je te touche, c'est la même chose. Tu ne fais que crier des douleurs. Tu me dis que tu ne sens aucun plaisir avec moi. Calme-toi, chérie. Ce n'est pas de ma faute. Je n'aime pas que tu sois dans cet état. C'est à cause d'une tradition insensée que je me trouve moi aussi dans cette situation. Quelle tradition insensée? Dis-moi, tu veux parler de quoi? Vas-y, parle. L'excision. J'ai été excisée. C'est une pratique qui bat encore son plein au Cameroun. Les mutilations génitales féminines, presque toujours pratiquées sur des mineurs, constituent une violation des droits de l'enfant. Dans le pays, plus de 1,4% de femmes sont affectées par le phénomène selon l'Organisation mondiale de la santé et 20% dans les zones rurales. L'ampleur du sinistre étant particulièrement signalée dans 3 des 10 régions du pays, notamment le nord, l'est et le sud-ouest. Des interventions qui altèrent ou lèsent intentionnellement les organes génitaux externes de la femme pour des raisons non médicales.
Elles sont pratiquées le plus souvent sur des jeunes filles de confession musulmane entre la petite enfance et l'âge de 15 ans. Selon les experts de la santé, on distingue 3 types de mutilations génitales féminines pratiquées au Cameroun. L'excision, qui est l'ablation d'une partie du clitoris. La clitoridectomie, qui est une ablation complète du clitoris avec des petites lèvres. Et enfin, l'infibulation, qui est une excision doublée d'une ablation des grains de lèvres avec structure de 2 moignons. Des pratiques punies d'une peine allant de 10 à 20 ans d'emprisonnement ferme selon la loi 2016-007 du 12 juillet 2016 portant code pénal. Pour lutter efficacement contre ce phénomène, Marie-Thérèse Abenando, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, en plus de la sensibilisation sur le terrain, a mis sur pied 92 comités locaux de lutte contre la mutilation génitale féminine et 150 fonctionnaires de police ont été formés à la prise en charge globale des violences basées sur le genre dans les régions concernées. Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver, malheureusement avec ces chiffres qui choquent malgré l'interdiction. 20% de jeunes filles victimes de mutilation génitale au Cameroun. La plateforme tombe bien, tombe à pic. Pourquoi pas dénoncer? C'est effectivement un des aspects, quand je parlais tout à l'heure, de faire en sorte que les victimes puissent s'exprimer, que les survivantes puissent s'exprimer, dénoncer, avoir un mécanisme derrière pour suivre ces victimes-là et pourquoi pas faire en sorte que ce genre de pratique puisse s'arrêter. S'arrêter, oui, parce que c'est une horreur, c'est une ignominie. C'est pas normal de mutiler des jeunes filles. Au nom de quoi? Ça n'a pas, je veux dire, ça n'a, les mots, je ne sais même pas. Je sais même pas si ça mérite d'être commenté parce que ça n'a pas sa place en fait. Je ne comprends pas. C'est une barbarie. Et lorsqu'on parle de 4 régions, on a le sud-ouest Cameroun. On a la partie septentrionale du Cameroun où la pratique reste, certes, dans les cultures, mais nous sommes dans une logique d'humanisation de nos cultures. Prenons dans nos cultures ce qu'il y a de bon et mettons de côté ce qu'il y a de mauvais, parce qu'au détour des mutilations, on a des jeunes filles qui meurent chaque jour. Parce que les pratiques sont faites, c'est tellement, c'est horreur, c'est l'horreur tout simplement. Donc, on espère que votre plateforme permettra à des jeunes filles dans ces contrées parfois reculées qui se laissent parfois faire en se disant que c'est ce qui est normal. Pourtant, il n'y a rien de normal dans ces pratiques-là. Sensibiliser, éduquer, informer, je pense que c'est très important. Vraiment sensibiliser et faire en sorte que tout le monde soit conscient de ce que ce genre de pratique peut avoir comme répercussion dans la société et même sur ces femmes-là. Il faudrait préciser aussi qu'au-delà du fait qu'il revient peut-être à la victime de prendre la parole, on peut aider en dénonçant aussi. Parfois, on peut sauver une vie en dénonçant, pas forcément parce qu'on veut nuire à la personne. Dénoncer, ce n'est pas toujours nuire à la personne, c'est une main tendue, c'est une assistance. Donc, sur votre plateforme, on peut dénoncer, il y aura des associations qui peuvent s'intéresser à des cas et mener des enquêtes parce qu'elles sont aguerries, elles sont outillées pour, elles maîtrisent le terrain. Elles sont expérimentées pour ce cas, pour ce type de cas en tout cas, parce qu'effectivement les mutilations génitales féminines rentrent dans les VBG, rentrent dans les violences basées sur le genre. Donc oui, ce n'est pas un type de violence à exclure, il y a clairement toujours des acteurs qui sont prêts à dénoncer, comme vous avez dit, à prendre en charge ces cas-là et à vraiment pouvoir œuvrer dans ce changement de mentalité et ce changement de paradigme dans tout ce qui concerne les FGM. Dans tous les cas, on n'a pas besoin que l'Organisation mondiale de la santé vienne tirer la sonnette d'alarme pour qu'on réagisse dans nos contrées. On a conscience de tout ce qui se passe. On est parfois témoin silencieux, mais lorsqu'on est témoin silencieux, ça veut dire qu'on agit. Donc, ça ne sert à rien de se taire. Il faut briser le silence. Il faut parler aux autorités traditionnelles qui parfois aussi encouragent des pratiques au nom de
je ne sais quoi. Je préfère mettre ça entre guillemets. Mais dans tous les cas, chacun à son niveau devrait pouvoir agir. Aujourd'hui, l'innovation, c'est se servir de l'outil Internet justement pour agir comme Alerte GBV. Si vous avez accès à cette plateforme, accès gratuit, et une initiative de Madame Elodie Nonga, qui est la fondatrice de WITEC. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci pour l'opportunité et j'espère que vous passerez un bon moment avec nous lors du lancement. Dans tous les cas, Moi Femme s'invite sur toutes les plateformes où lorsqu'il s'agit de défendre la cause de la femme, lorsqu'il s'agit d'imposer le leadership féminin, nous n'avons pas de limite. On se sert des nouvelles technologies de l'information et de la communication comme vous. Et c'est pour dire que nous ne nous attardons pas seulement sur le Cameroun, nous projetons couvrir l'Afrique et c'est ce que nous faisons à travers Dash Media parce qu'en quelque sorte, nous sommes la voix de l'Afrique et Moi Femme, c'est sur Dash News. Donc, la voix des femmes, c'est ici et nous serons justement au lancement de votre plateforme avec beaucoup de plaisir et nous ferons écho et nous aiderons les femmes qui ne peuvent pas avoir accès à cette plateforme. Si vous avez des difficultés, simple, sur la plateforme Dash Media, Dash News, vous avez sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, partout, comme vous pouvez. Si vous voulez avoir une aide pour retrouver la plateforme de Elodie Nonga, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Connectez-vous et on vous aidera avec beaucoup de plaisir et surtout, comme on l'a dit, en toute humilité, n'ayez pas honte, mesdames. On est victime. C'est faute, parfois, la peur doit être de l'autre côté. Ce n'est pas à nous d'avoir peur, aux victimes d'avoir peur. Ce n'est pas à vous d'avoir honte, c'est aux autres d'avoir honte. Lorsqu'on est opprimé, on n'est pas coupable. Ce sont les autres qui sont coupables. Donc, il faudrait qu'on sorte de ce cliché-là et qu'on ose demander de l'aide. Et l'aide vous sera servie. On viendra où vous êtes, où vous vous retrouvez. Et Crescence Elodie Nonga, fondatrice de WITEC, merci pour tout ce que vous faites. À très vite sur Dash News. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette édition de Moi Femme sur Dash News. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours et comme vous le savez, ça passe très vite. À bientôt.